Vous avez publié il y a quelques semaines un manifeste intitulé « C'était mieux avant » avec un point d'exclamation. Le titre est une forme de provocation, il suffit de vous connaître pour le comprendre. C'est aussi un livre original dans votre longue bibliographie, puisque vous avez publié plus de 70 livres, puisqu'il puise essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, dans votre expérience de vie. Vous êtes aujourd'hui un alerte octogénaire. Il faut aussi lire ce manifeste en écho à 3 autres livres que vous avez écrits depuis 2012. Petite Poussette, qui a été vendue, je crois, à plus de 200 000 exemplaires. Le Gaucher boiteux. Et puis Darwin, Bonaparte et le Samaritain, qui est une tentative pour proposer une nouvelle philosophie de l'histoire. Ce livre que vous nous offrez aujourd'hui, ces dernières semaines, c'est une forme de viatique que vous adressez aux jeunes générations, auxquelles vous dites « N'écoutez pas les vieux ronchons ». Et c'est donc un livre qui fait l'inventaire de toutes les raisons d'espérer, d'aller de l'avant et de ne pas céder au déclinisme. L'Europe est un gage de paix, on le sait ici à Strasbourg. La médecine a fait d'énormes progrès et considérablement allongé notre espérance de vie, et la révolution technologique que vous observez depuis ses origines, la dernière, celle qui est numérique ou digitale, que nous vivons, est depuis plus de 20 ans pleine de promesses. Mais on vous reproche aussi votre excès d'optimisme, puisque la révolution technologique est aussi pleine d'incertitudes, puisque la guerre en Syrie et en Irak a des retentissements ici en Europe, puisque nous vivons sous le régime de l'état d'urgence depuis juillet 2016, et puisque l'homme est aussi aujourd'hui confronté à des cataclysmes qui ne sont peut-être pas plus nombreux, mais plus forts que jamais en intensité, en témoigne l'ouragan Irma. Nous avons 1 heure pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, et peut-être aussi pour contribuer à préciser ce qu'est la place et le rôle du philosophe aujourd'hui dans la société contemporaine. Je vais vous accompagner dans cette conversation, mais on aura l'occasion aussi de laisser venir à vous des questions de la salle. On va s'organiser en conséquence. Mais peut-être pour commencer, une toute première question pour entamer le propos. Pourquoi ce manifeste maintenant? Qu'est-ce qui vous a décidé à l'écrire? Et avez-vous eu des retours déjà des jeunes auxquels vous vous adressez? Je ne pense pas que je m'adresse seulement aux jeunes. Je crois que je m'adresse à tout le monde parce que nous sommes tous concernés aujourd'hui par une sorte de rupture, une sorte de bascule de civilisation, bascule de culture. Et nous qui sommes des enseignants, nous le voyons tous les jours. Ça touche à la fois la musique, la littérature, les mœurs, les métiers, beaucoup les métiers, etc. Et par conséquent, cette bascule de culture me paraît importante et elle touche vraiment toute la société. Pas seulement les grands-pères ou les pères ou les fils, mais toute la société. Et il y a même aujourd'hui des vieux comme moi qui sont aussi bien à l'écoute du numérique que des jeunes, vous voyez. Par conséquent, ce pourquoi je l'ai écrit, c'est pour essayer de combler le fossé qui pourrait, à la rigueur, exister entre non seulement 2 générations, mais les 2 côtés de la bascule en question. Vous voyez, il y a eu un avant et il y a eu un après, réellement. Et ça, un après et un avant, distingués par une séparation peut-être la plus importante que nous avons jamais vécue dans l'histoire. Vous voyez, vous avez parlé par exemple de la paix et de l'Europe qu'à Strasbourg, vous honorez encore plus que tous les autres Français. Eh bien, là-dessus, en effet, je dis au début de mon livre, quand on dit que c'était mieux avant, je dis, écoutez, avant, ça tombe bien, j'y étais. Et comme j'y étais, je peux témoigner de ça. Et je raconte ce que j'ai vécu. En effet, c'est là où il y a un côté, disons, plus ou moins autobiographique, bien sûr. Et je dis, c'est très simple. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai reçu dans ma maison les réfugiés de la guerre d'Espagne, qui étaient abominables. Hein.
Et ensuite, comme j'étais né dans le sud-ouest de la France, nous avons reçu dans ma maison des réfugiés qui étaient majoritairement belges, lorrains, alsaciens, etc., qui étaient en nombre infini à cause de la Blitzkrieg, vous voyez. Bon. Et ensuite, quand j'ai eu l'âge de porter les armes, j'ai de nouveau fait la guerre en Algérie. Par conséquent, dans ma jeunesse, ça a été la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, oui, tout le temps. Et d'ailleurs, en plus, mon père avait été gazé de la guerre de 14. Et par conséquent, je vois très bien, concernant la guerre et la paix, dire, eh bien, l'Europe, au moins occidentale, est en paix depuis 70 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce laps de temps ? Si vous consultez les archives de l'histoire, essayez de trouver un moment où, précisément, il y a eu 70 ans de paix. Il n'y en a pas. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Et par conséquent, on voit très bien la séparation là, entre les temps de guerre et les temps de paix. Tenez, j'avais envie de vous raconter une histoire. Vous savez que j'appartiens à cette compagnie de malfaiteurs qui s'appelle l'Académie française. Alors, l'Académie française fait un dictionnaire, n'est-ce pas ? Bon. Et ces réunions sont secrètes, sont entre nous, elles sont fermées, disons, voilà. Mais elles sont ouvertes aux chefs d'État. Et quand un chef d'État exprime le vœu d'être parmi nous, il est le bienvenu. Et donc nous avons connu, Poutine est même venu, vous voyez, ou le patron du Vietnam, ou le patron, etc. Et dernièrement, nous avons reçu le président de la République allemande. Ça a été très sympathique. Les germanophones d'entre nous ont fait des grands discours en allemand. Lui a essayé d'avancer quelques mots en français. En fait, c'était vraiment très, très touchant, très sympathique et assez profond. D'ailleurs, ça, on a agité les problèmes. Bon, bref. Quand la réunion a été terminée, on nous a présenté un à un au président. Et la plupart de mes collègues ont dit « moi je fais ci, moi j'ai fait ça, etc. » Un peu égaux, vous voyez. Bon. Moi, quand ça a été mon tour, j'ai dit « Monsieur le Président, mon grand-père a fait la guerre de 70. Mon père a fait la guerre de 14. Mon oncle a fait la Seconde Guerre mondiale. Quant à moi, mes meilleurs amis sont à Berlin, Stuttgart et Munich. Et je n'ai pas pu le dire sans avoir une émotion telle que je n'arrivais presque pas à terminer ma phrase. Et j'ai vu chez lui la même émotion, n'est-ce pas? Et nous aurions été ailleurs que dans un truc officiel avec la garde républicaine, tout le bazar, on s'embrassait à tous les coups. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a là, si vous voulez, quelque chose de tellement nouveau, n'est-ce pas, que je ne peux pas ne pas le célébrer. Vous voyez? C'est-à-dire la bascule là est une... Nous ne nous rendons pas compte à quel point nous vivons un moment historique exceptionnel en matière de paix et de guerre. Alors, vous dites, j'ai un corps de guerre et une âme de paix. Et oui, d'ailleurs, ça c'est une autre histoire que je peux vous raconter aussi. Et qu'il faut foutre la paix à la guerre. Voilà. J'étais au Texas, qui est en ce moment très endeuillé, évidemment, où je faisais des cours à l'université. Et c'était l'époque où la France n'avait pas beaucoup bonne réputation, parce qu'il y avait eu ce discours de Villepin, disant aux Américains, vous mentez, il n'y a pas d'armes de destruction massive. Vous vous rappelez de cette affaire? Bon. Donc, c'était pas bon de s'offenser. Et le chairman, quand il m'a présenté pour le début de la conférence, a dit avec un peu d'ironie, comme ça, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire où la France se retire de toutes les guerres, enfin disant qu'on était des lâches, quoi. Alors, j'ai dit ça, ce que je raconte, que j'ai vécu ça, etc. Et à ce moment-là, pris par une inspiration subite, je me suis levé et j'ai dit, tenez, regardez mon corps, mes genoux, mes cuisses, mon tronc, mes épaules, etc. Tout ça, c'est la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, tout le temps. Et par conséquent, j'ai un corps de guerre et donc j'ai une âme de paix. Alors là, j'ai vu le chairman dire d'un de ses étudiants, nous n'avons pas cette expérience. Vous voyez? Et c'était vraiment un moment extraordinaire, vous voyez. On voyait très bien que la question de la guerre et de la paix est fondamentale parce que la paix, c'est l'oubli et la guerre, c'est la mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, oui. La paix, c'est l'oubli. Alors, je passe à une autre question. Je vous invite, si je vous laisse le temps de la deuxième question, de la deuxième réponse pour réfléchir encore,
Ce que je vous demanderais, c'est de lever le bras si vous avez une question à poser à la fin de l'intervention, de la prochaine intervention de Michel Serres. Alors, c'est vrai que dans vos précédents livres, vous documentez cette question. Vous citez Bloch, qui a fait une étude très longue sur le nombre d'années de guerre, le nombre d'années de paix. Il y en a à peu près 9% des années de paix à travers le monde, sur une très longue période. Et aujourd'hui, on a ces 70 ans. Mais quand on lit ce dernier livre, on se dit, mais finalement, mon grand-père aurait pu l'écrire, ou mon oncle, ou mon père. Les gens qui, comme vous, ont dépassé les 80 ans, ont connu ces périodes. Et je me dis, est-ce que c'est encore un livre de philosophe, ou est-ce que c'est simplement le livre d'un philosophe qui a fait un pas de côté et qui veut simplement témoigner de ce qu'il a vu et de ce qu'il a vécu? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que ça a à introduire dans le corpus de votre travail de philosophe? Ça dépend ce que vous appelez un philosophe, cher monsieur. Oui, dans la tradition germanique ou américaine, par exemple, un philosophe, c'est un homme qui est dans l'abstraction et qui travaille par concept. Dans la philosophie de langue française, il n'en est pas de même. Montaigne est un philosophe, mais il raconte tout le temps des histoires, tout le temps, avec des personnages. Voltaire est un philosophe, mais il raconte quand même l'histoire de Zadig, etc. Diderot est un philosophe, mais quel est le meilleur traité sur le hasard et la nécessité que le roman qui s'appelle Jacques le Fataliste? Vous voyez? Donc, dans la tradition de langue française, le pas de côté est traditionnel. Il est de chez nous. La langue française ne sépare pas vraiment la philosophie et puis ce qu'on pourrait appeler le récit, la littérature, etc. La preuve, c'est que les gens dans l'université sont quelquefois très, très gênés d'expliquer Montaigne quand on est en littérature ou d'expliquer Diderot quand on est en philosophie. Vous voyez? Donc, je crois que j'appartiens à une sorte de tradition très ancienne de notre langue. Voilà. Vous êtes quand Donc, même c'est pas un pas de côté. Voilà. Vous êtes quand même aussi l'homme de l'omniscience, du grand récit et du contrat naturel, qui sont quand même des concepts. Enfin, vous considérez-vous que faire de la philosophie, c'est pas forcément poser des concepts, c'est quoi? C'est ouvrir, rendre compréhensible l'avenir, les choses qui se passent et qui se préparent. Je crois que notre problème aujourd'hui, puisque nous sommes en train de vivre la bascule de culture que j'essaie de décrire, la question vraiment est d'être le plus lucide sur ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, éventuellement, de se demander par anticipation qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez? C'est ça quand même le rôle de quelqu'un qui travaille pour sa génération. Vous voyez? Alors, vous parliez tout à l'heure, par exemple, de la santé et de la maladie. Et la coupure dont je parle sur la guerre et la paix, et je le dis abondamment dans le livre, touche la santé à un point dont on n'a absolument aucune idée. Tenez, par exemple, j'ai une tante, alors je parle toujours un peu autobiographique, qui est morte dans les années 44, 45, quelque chose comme ça, d'une méningite. Très bien. Enfin, très bien, elle meurt. Pardonnez-moi. 2 semaines ou 3 semaines après, je rencontre le médecin traitant. Et j'avais à l'époque 14-15 ans. Et il me dit, tu sais Michel, il faut quand même que je te dise, si j'avais eu à traiter ta parente maintenant, elle ne serait pas morte, elle aurait eu 6 jours de fièvre et 6 jours d'antibiotiques. Les antibiotiques venaient d'arriver. Et à partir de là, les maladies infectieuses ont été maîtrisées en grande partie, alors qu'elles détruisaient la plupart. C'était une des causes de mortalité les plus fortes. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, et pour d'autres raisons que la pénicilline d'ailleurs, l'espérance de vie a cru de façon verticale. Et par conséquent, là, non seulement nous avons la paix, mais le fait que l'espérance de vie soit passée de 40 à 80 ans a bouleversé la société. Et le philosophe ne peut pas ne pas le dire. Tenez, par exemple, pour ce qui concerne le mariage. Lorsque mon grand-père ou mon arrière-grand-père se mariait avec mon arrière-grand-mère, devant le monsieur le maire, il se jurait fidélité pour la vie. 3 ans, 5 ans, oui. Statistiquement. Oui. 5 ans. Oui. Hein.
Aujourd'hui, lorsque Petite Poussette se marie, elle jure fidélité pour 65 ans. C'est pas tout à fait le même mariage. C'est le même mot, mais c'est pas le même chose. challenge. Voilà, ça fait une différence énorme. Vous voyez. Et si vous lisez les romans du 19e siècle, vous voyez, par exemple Dickens ou Balzac, n'importe quoi, vous trouverez toujours un héros qui a 25 à 30 ans, qui est en train de manger allègrement l'héritage de ses parents. Hein, celui qui bouffe la fortune. Bon. Mais aujourd'hui, l'héritage d'un homme qui meurt à 85-6 ans, c'est mon cas, va donner sa fortune à des enfants qui sont déjà à la retraite. Et oui, par conséquent, le patrimoine financier va rester dans les générations, disons, improductives. Mais ça change tout dans l'économie. Tout à l'heure, ça changeait tout dans la société, maintenant, ça change tout dans l'économie. Comment voulez-vous qu'un philosophe ne parle pas de ça, n'est-ce pas? L'espérance de vie a accru de façon verticale, je ne serais pas là si ce n'est pas le cas, bien entendu. Et donc, le héros aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est le médecin. C'est celui qui a déterminé... Fleming est plus important que tous les philosophes imaginables. Et l'inventeur, et Turing, l'inventeur de l'informatique, vous connaissez mieux que moi, est beaucoup plus important que les philosophes. Ils ont changé la société. Et ces changeurs de société sont responsables de l'énorme bascule que nous sommes en train de vivre. Alors, je voudrais continuer sur la violence, mon cher. Oui. Je voudrais demander aux gens qui sont ici, quand ils reviendront chez eux, de taper pour répondre à votre question concernant la Syrie, etc. De voir bien taper sur Internet « cause de mortalité dans le monde ». Cause de mortalité dans le monde. Et va apparaître sur l'écran un tableau où sont énoncées les causes par ordre décroissant, n'est-ce pas? Les plus importantes et les moins importantes. Savez-vous, mesdames, messieurs, quelle est la cause la cause minime de l'espérance de vie aujourd'hui, de la mortalité aujourd'hui? C'est guerre, violence, terrorisme. Moins de 1%. Sur les morts. Par exemple, le tabac fait 400 000 morts aux États-Unis, 40 000 morts en France. Par rapport... je ne voudrais pas passer pour un cœur dur, si vous voulez, mais par rapport au terrorisme, c'est énorme. C'est-à-dire, les fabricants de cigarettes sont des millions de fois plus dangereux que Daesh. Mais c'est ça les chiffres, les vrais. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, personne ne le dit jamais. Vous le dites aussi, enfin je l'ai lu et je vous ai entendu le dire, vous étiez très touché par le mouvement qui a suivi aussi l'attaque contre Charlie en janvier 2015. Eh bien, ça tombe bien que vous en parliez. C'est vrai. Au moment de l'attentat en question, qui était d'une lâcheté exemplaire, si vous voulez, il y a eu une manifestation, je crois il y avait 1 million de personnes dans la rue, je crois, vraiment géante. Et là, cette manifestation, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ça de façon bouleversée, il n'y avait rien pour, rien contre. Il n'y avait pas d'affiche pour quelqu'un, d'affiche contre quelqu'un. C'était un mouvement où il y avait seulement « je suis ». Je suis Charlie, vous vous rappelez? Ou je suis Michel Serres, ou je suis M. Bach. Je suis. C'est-à-dire, le mouvement était absolument contemporain, c'est-à-dire pacifique. Il n'était ni pour ni contre. Vous voyez? Il manifestait. Je suis là simplement pour témoigner de mon affection et de ma solidarité avec les victimes. Et là, c'est quelque chose d'incroyable, vous voyez, c'est-à-dire il n'y avait pas de haine, voilà. Et ça, c'est vraiment révélateur de notre société. La société a beaucoup changé à cet égard concernant la lutte, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, je parlais tout à l'heure de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, je parlais du mariage. Mais parlons, si vous voulez, du service militaire. Parlons de ce que j'ai connu, c'est-à-dire de la mobilisation générale pour la guerre. Lorsqu'il y avait mobilisation générale, les jeunes gens de 25 ans partaient pour la guerre. Et ils offraient à leur patrie combien d'espérance de vie?
Aujourd'hui, s'il y avait une mobilisation générale, les jeunes offriraient à leur patrie 60 ans d'espérance de vie. Est-ce qu'ils partiraient? Vous voyez, et là, il y a une bascule encore une histoire. Elle touche la littérature, c'est pas la philosophie. Vous vous souvenez de l'attentat des Towers, Oui. septembre. J'étais professeur à Stanford à cette époque, et il n'y avait plus de transport aérien. Et par bonheur, j'ai pris le premier avion pour les États-Unis. On n'était pas nombreux dans l'avion. Bon. Et puis quand j'ai atterri, quelqu'un me dit viens vite chez Léontel, on va dîner ensemble. Et il y avait autour de la table, je ne sais pas moi, 4 ou 5 religions, 4 ou 5, 6 ou 7 nationalités, en fait tout très mélangé. Bon. Et on ne parlait de quoi? On parlait de l'attentat, rien que de l'attentat. Et quelqu'un a dit tout d'un coup, comment se fait-il que ces terroristes fassent la queue pour offrir leur vie? C'est quand même étrange, n'est-ce pas, disait-il. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis levé et j'ai dit, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. Et les gens se sont retournés vers moi, on dit, mais qui a écrit ces horreurs? J'ai dit un certain Pierre Corneille dans une tragédie qui s'appelle Horace, acte 1, scène 2, vous voyez, cette coupure énorme avec la mentalité ou les idées nouvelles par rapport... Voilà. Alors, est-ce qu'un bras se lève dans la salle ou est-ce que je continue avec mes questions? Je n'en vois pas, donc on leur laisse encore un petit répit pour préparer une question. Et alors, vous en avez parlé, c'est vrai que dans vos précédents livres, vous parlez de l'âge dur, de l'âge doux, des héros de l'âge doux qui est le Samaritain, le médecin, qui d'ailleurs émerge sur les champs de bataille, dans le sillage de Napoléon, qui commence à se baisser et à soigner le blessé. Vous parlez de la petite poussette qui incarne aujourd'hui cette nouvelle manière d'être au monde, avec son smartphone et puis son agilité numérique au sens premier, et puis des fondateurs de l'Europe qui pour vous sont les troisièmes héros, Schuman et Adenauer, de la paix dont nous jouissons depuis 70 ans. Mais est-ce que ce n'est pas une vision un peu trop européenne et une vision qui n'embrasse pas toute la planète entière? Est-ce que c'est pas la vision d'un philosophe français à l'abri? C'est vrai que l'Europe nous protège beaucoup des guerres traditionnelles que nous avons eues depuis toujours. Mais quand même, il faut essayer d'élargir le propos. Je veux dire par là qu'on appelle dans les études de stratégie, on appelle guerre symétrique les guerres qui opposent deux puissances à peu près d'égale force. Vous voyez, comme c'était la France et l'Allemagne, lorsque c'était les États-Unis et le Japon, etc. Vous voyez, les guerres symétriques. Or, dans le monde, il n'y a plus de guerre symétrique. Il n'y a pas de guerre de ce genre. Ce sont les guerres symétriques qui font des millions de morts, forcément. Les guerres que nous connaissons, c'est des guerres internes, c'est des guérillas, c'est des attentats, c'est des guerres civiles, si vous voulez, c'est des guerres pour le pouvoir, etc. C'est des guerres locales, vous voyez. Ça n'embrase pas la planète, vous voyez. C'est pour ça que nous avons si peur lorsque Trump et la Corée du Nord se réveillent. Alors ça touche là un problème très intéressant que vous soulevez, qui est le problème entre le local et le global. Local, global. J'ai envie de vous raconter quelque chose pour faire voir ce que c'est que le local et le global. Je suis donc très vieux, vous savez, je suis né au néolithique tardif, oui. Et donc, quand j'étais en classe, en prépa à Paris, à Louis-le-Grand, mon ami très cher était de Champagne. Il était de Château-Thierry, la patrie de La Fontaine. Et il est venu me voir un jour en Gascogne, puisque je suis moi d'origine gascogne, et il a demandé 10 fois son chemin. Les gens ne l'ont pas compris, et les gens ont répondu, et il n'a rien compris. Ils parlaient tous les deux français. Par conséquent, il y avait à cette époque-là un découpage extraordinaire de la France, du point de vue linguistique, à la fois dans les langues et dans les accents. Et d'ailleurs,
lorsque j'ai passé l'agrégation de philosophie, au moment des résultats, le président m'a fait venir et m'a dit « Monsieur, j'ai été obligé de vous déclasser. Vous n'aurez pas la place d'excellence que vous auriez méritée parce que vous n'êtes pas exploitable sur la totalité du territoire. » Mais il avait raison. Il avait raison. J'avais un abominable accent de gascon que j'ai encore gardé d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'allais voir mes amis d'Alsace, j'allais à l'étranger, alors que tout le monde parlait français. Vous voyez ? Donc, cette séparation était vraiment très, très forte. Et là aussi, il y a un changement. La preuve, c'est que je fais une conférence en Alsace maintenant, et que je crois que tout le monde me comprend. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, le local est passé au global, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est le global régional vers le global national. Et puis maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, mes amis sont beaucoup en Allemagne, j'ai des amis au Brésil, j'ai des meilleurs amis en Italie, etc. Et la plupart de nos enfants ne rechignent pas à aller faire quelques études ou à Stuttgart, ou à Milan, ou en Espagne, ou à Oxford. Vous voyez ce que je veux dire ? Par conséquent, il y a un élargissement peu à peu vers l'Europe, avec abolissement des frontières. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de bascule, là aussi, entre le local et le global, qui est très intéressant à analyser à tous les points de vue. Vous voyez, aussi bien linguistique que d'accent, que économique, que politique, etc., vous voyez, ou culturel. Et là, je crois bien que je m'y connais moins bien que mon public. Mon public, là, qui m'écoute, ce sont en majorité des Alsaciens qui ont connu beaucoup mieux que moi cette affaire. Allemagne, France, vous voyez, avec sans doute ce qui était parfaitement mérité, que ce soit l'Europe qui soit ici. Ce que nous appelons, nous, l'Europe de Strasbourg, et pas l'Europe à Strasbourg, l'esprit strasbourgeois de l'Europe, c'est l'esprit de Strasbourg, qui est un peu remis en cause quand même par nos amis anglais, les Danois, et puis aussi on sent qu'il y a des tensions qui risquent de peser sur l'avenir de l'Europe avec les ex-pays de l'Est. Est-ce que l'Europe, pour vous, est un acquis définitif ? L'Europe est une assemblée très originale. Ce pourquoi on n'arrive pas à la penser, c'est qu'elle n'a rien à voir avec les nations. Et quelque chose qui me paraît, moi, capital, c'est qu'une nation demandait toujours à ses sujets de lui donner sa vie. Le sacrifice. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Vous voyez ? Bon. Est-ce que vous croyez que l'Europe demandera à ses sujets de mourir pour elle ? Je ne crois pas. Elle a au moins cette vertu profondément pacifique. Vous voyez ? Et si elle, je le répète, si elle est à Strasbourg, c'est que la paix pour les gens d'Alsace, ça vraiment sonne autrement profond que pour des gens comme moi ou pour des Parisiens, bien entendu. Alors, je lance un nouvel appel, si personne... Ah, je vois un... Alors, si peut-être qu'on va vous apporter un micro, si vous levez bien le bras, ou si vous levez. Oui. Allez-y. Oui. Vous parliez d'échanges local global avant avec vos amis en Europe. Et je voulais savoir, en comparaison avec l'ancienneté de vos échanges avec les régions, quel langage utilisez-vous pour vos amis européens ? Quelle cohésion linguistique ? Ah oui, ça pose un joli problème. Quelle langue ? Quelle langue, voilà. Alors, il faut prendre du recul, cher monsieur, et savoir ce que c'est qu'une langue de communication. Il y a toujours eu dans le monde connu, que nous connaissons culturellement parlant, des langues de communication. Par exemple, lorsque la civilisation était globalement centrée sur la Méditerranée, la langue de communication des marins, des commerçants, etc., et des voyageurs était le grec. D'ailleurs, ce grec-là, on l'appelait en grec la koiné. Koiné, ça veut dire commune, la langue commune. C'était la langue à la fois de Malte, des Espagnols, de l'Afrique du Nord, etc. Il y avait une langue de communication qui était le grec. Ensuite, poussons un peu l'histoire. Dès que l'Empire romain s'est étendu de l'Écosse jusqu'au Sahara et au Moyen-Orient, la langue de communication, inévitablement, était le latin. D'accord ?
Et alors, il est arrivé d'ailleurs à la langue de communication qui était le latin, une aventure très intéressante. C'est qu'on parlait latin beaucoup en France et c'est devenu le français. On parlait beaucoup latin en Espagne et c'est devenu l'espagnol. Et beaucoup latin en Italie, c'est devenu. Vous voyez, le rééquilibrage global local a été marqué par la naissance de ces langues-là. Bon. Et puis après, vers le 16e, 17e, 18e, la langue de communication, c'était le français. Tous les Européens cultivés par les Français. Et d'ailleurs, si vous lisez les romans russes jusqu'à la fin du XIXe siècle, toute l'élite russe parlait français. Et d'ailleurs, en même temps, les femmes de ménage également. Vous voyez, bon. Par conséquent, il y a toujours eu une langue de communication. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Bon. Alors, essayons de regarder le problème de près. Oui, c'est l'anglais. Bon. Mais la langue de communication, ce n'est pas la langue dominante. C'est la langue commune. Vous voyez ? Et ce qui m'irrite le plus, moi, et qui me met dans des états seconds, c'est de voir l'anglais fleurir sur tous les murs de toutes les villes de France sans utilité de communication. Je vais prendre un exemple que j'ai pris avec les gens qui m'ont amené de la gare ici. On voit sur les bistrots « Happy Hours ». Bon. Et ils ont raté le truc qui en français est tellement délicieux. « Heures heureuses ». Vous vous rendez compte, heures heureuses, ce que c'est beau, hein? Happy hours. Ouais. Oui. Et par conséquent, là, en France, le français est devenu une langue dominante. Et dans ce cas-là, je suis très très malade de ça. C'est un suicide culturel grave. Vous voyez ? Alors, la langue de communication, d'accord, c'est l'anglais. D'ailleurs, c'est pas l'anglais. Hein. Ceux qui connaissent l'anglais sont vraiment très très scandalisés par cette langue-là. Moi, j'appellerais ça plutôt le globish. Hein? Ils parlent globish. Oui. Les banquiers parlent globish. Voilà, vous seriez alsacien, vous plaideriez pour l'alsacien. Comment ? Vous seriez alsacien, vous plaideriez pour le parler alsacien. Ah, ça c'est un autre problème, très intéressant. Non, c'est un autre problème. Dernièrement, dans cette assemblée dont je vous parle tout à l'heure, l'Académie française, on nous a demandé de réfléchir à la question de l'officialisation des langues régionales. On appelle ça aujourd'hui les langues de France. Par exemple, le picard, l'alsacien, le bas-breton, le languedoc, etc. Tout ce que vous voudrez. Et moi, à l'Académie, je suis probablement le seul à avoir parlé une langue régionale. Forcément, je suis fils de marinier gascon. Et tout le monde parlait patois à la maison, oui, bien sûr. Bon. Alors j'essaie de défendre ces langues-là, mais je ne les ai pas défendues longtemps. Vous allez voir pourquoi. Le juriste qui était là, un des meilleurs juristes français, m'a dit « Monsieur Serre, vous avez raison théoriquement, mais pratiquement c'est très difficile. Je vais vous dire pourquoi. L'Espagne a fait cela. C'est-à-dire elle a officialisé l'andalou, celui qu'on parle à Barcelone, le catalan, le basque, elle en a officialisé 4 ou 5. Et bien entendu, à l'Europe, à Strasbourg, il y a 5 représentants de l'Espagne. Et par conséquent, côté traducteur, il faut des traducteurs entre l'andalou et le tchèque. Mais qui va lire ça ? Personne. Mais ça multiplie exponentiellement le nombre de traducteurs. Or, en France, nous en avons au moins 12 de ces langues-là. Officialisons-les. Il n'y a plus d'Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Le point de vue du juriste. Oui, mais c'est le point de vue... Vous voyez, l'équilibre local, global est très, très singulier, très intéressant. Par conséquent, quelle langue je parle ? La langue de communication, mais je ne voudrais pas qu'elle soit une langue dominante. Et d'autre part, pour les langues locales ont du mal à parvenir, si vous voulez, au niveau européen pour des raisons de traduction. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre... le traducteur qui était là, à Europe, que je connaissais bien, me disait, alors là, c'est pour répondre directement à votre question, il me disait, j'étais jadis un des premiers traducteurs à Strasbourg pour l'Europe. Et à cette époque-là, les députés parlaient chacun leur langue. Et à cette époque-là, nous avions un travail fou,
parce que chaque langue avait un point de vue raffiné sur les choses, avait un point de vue original. L'espagnol n'avait pas le même monde que l'italien, etc. Et donc c'était un travail extraordinairement raffiné de traduction. Vous voyez. Maintenant, tout le monde parle anglais et tout le monde dit que des bêtises. C'est-à-dire des platitudes. Voilà. Alors, si vous voulez, oui, je parle anglais lorsque j'ai à m'exprimer sur des platitudes. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou est-ce que j'enchaîne et je vous laisse un peu le temps de la... Je n'en vois pas. Alors, j'ai une question. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un bras qui s'est levé? Oui, allez-y. Non? Allô? Oui. Oui. Ça marche? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Serre. J'ai beaucoup aimé vos derniers ouvrages, donc je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous écouter aujourd'hui, déjà. Ma question, c'était, j'ai eu un débat avec un ami pas plus tard que lundi, par rapport au choc des générations dont vous parlez régulièrement, entre les vieux ronchons et la petite poussette. Du coup, je voulais savoir, selon vous, quelle était la manière la plus intelligente, la plus bienveillante de recréer une communication, une compréhension entre ces deux générations? Cher ami, j'ai écrit ce livre pour dire, contrairement à ce qu'on dit, influencé par les Américains d'ailleurs, qui réduisent ça à un conflit de génération, ils appellent ça la génération Y. Non, madame, ce n'est pas un conflit de génération, je ne crois pas. Il y a toujours eu dans l'histoire un conflit de génération. Il y a toujours eu, si vous voulez, la distance entre le grand-père et la petite-fille, qui n'avaient pas tout à fait les mêmes mœurs, etc. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui un conflit de génération. Lorsque l'espérance de vie passe de 40 à 80 ans, ce n'est plus le même homme, ce n'est plus la même femme, ce n'est plus la même mort, ce n'est plus la même naissance. Lorsque on guérit les maladies et lorsque la souffrance tendanciellement est en train de baisser, si vous voulez, ce n'est plus le même rapport au mal, si vous voulez. Ce n'est plus le même mariage, je l'ai dit, ce n'est plus le même héritage, je l'ai dit encore. Et quand ce n'est plus le même homme, et c'est avec les nouvelles technologies, ce n'est plus les mêmes relations entre nous, ou même les mêmes métiers. C'est les métiers qui changent le plus. Et par conséquent, là, je ne pense pas que ce soit un conflit de génération. Il faut prendre un peu de recul, parce que je crois qu'il y a des grands papas ronchons qui ont peut-être 25 ans, et des petites poussettes qui peut-être ont 82. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un conflit global. Ce n'est pas un conflit de génération. Non, je ne crois pas. Ça, c'est une idée américaine fausse là-dessus. Alors, je vais rebondir quand même sur la remarque oui. de la personne qui est intervenue. En 2011, alors que vous pensiez, que vous prépariez, que vous alliez écrire Petite Poussette, qui a d'abord été un discours qui est devenu un livre après, Stéphane Hessel écrit « Indaignez-vous ». Ah oui, je me souviens. Stéphane Hessel écrit « Indaignez-vous » en regardant vers le passé et en disant qu'il ne fallait pas dilapider notre héritage, qu'il fallait défendre l'héritage du Conseil national de la résistance. Vous écrivez Petite Poussette et vous regardez vers l'avenir. Exact. Et vous dites, nous réinventons le monde en utilisant les nouvelles technologies et les nouveaux usages. On a là deux regards de deux personnes qui ont vécu la guerre, qui ont participé pour Stéphane Hessel à la rédaction de textes sur les droits de l'homme, etc. Vous, le philosophe. Mais c'est vraiment un regard vers l'héritage et le passé et un regard vers l'avenir. Est-ce que c'est antinomique? Qu'est-ce que vous pensez de ce double regard, l'héritage et l'avenir, ceux qui se préparent? Votre jugement m'intéresse. En effet, c'est vrai ce que vous dites. Je n'y avais pas pensé. Je n'avais pas pensé à Stéphane Hessel, évidemment, en écrivant ce livre, bien entendu. Mais je voudrais presque généraliser votre idée. C'est-à-dire, je crois vraiment que beaucoup de livres aujourd'hui sont écrits en regardant vers le passé. Vous voyez, en regrettant le passé, c'est un peu pour ça que je dis c'était mieux avant. Vous voyez, alors autrefois il y avait de la culture, il y avait de la civilisation. Autrefois la France était un grand pays. Autrefois, c'est le déclin maintenant, etc. Moi, je veux dire le contraire. Je veux dire, nous, les vieux,
les vieillards, les seniors, je crois on dit maintenant, oui, les vieillards, nous avons un seul devoir, c'est de préparer un meilleur monde à la génération qui nous suit, ni plus ni moins. Et par conséquent, tout le monde me traite d'optimisme comme si j'étais un imbécile, mais non, je fais un optimisme de combat. C'est-à-dire, oui, je suis tourné vers l'avenir. Quel monde sommes-nous en train de préparer? Soyons lucides sur le présent et essayons d'anticiper l'avenir. Vous savez, ça m'est arrivé déjà 2 ou 3 fois, cher ami. C'est-à-dire, quand j'ai écrit le contrat naturel, vous savez, qu'est-ce que j'ai pris? Et oui, et bien, maintenant, tout le monde est forcé de penser qu'il faut un droit nouveau de l'environnement, forcément. Justement, vous écrivez le contrat naturel en 1990, il en suit une polémique très, très vive. Vous expliquez qu'il n'y a pas que l'homme qui est sujet de droit, mais que la terre aussi doit l'être. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, 90, nous sommes en 2017, oui. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que le livre que vous avez écrit et l'idée que vous avez avancée, j'ose même pas parler des concepts, mais l'acte que vous posez, est-ce que vous trouvez qu'il a fait son chemin et que nos gouvernants ont pris conscience du problème que vous souleviez? Oui et non. C'est-à-dire, non, parce que les problèmes se sont aggravés, témoin l'ouragan dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que les problèmes aujourd'hui sont de plus en plus sérieux et qu'il faut faire vite, évidemment. Mais oui, quand même, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà adopté cette idée-là. C'est-à-dire, ce livre, Le contrat naturel, ça c'est le passé, vraiment. Bon, ce livre n'est pas un livre où on parle d'écologie. Le mot écologie n'est pas prononcé dans ce livre. Donc, toutes les critiques qu'on m'a fait, bon, on a dit que je recopiais, je crois, la type écologie américaine. Je ne connaissais pas même l'existence. Bon. Non, c'est un livre de droit, simplement de droit. Je veux dire par là que, en effet, chez les Grecs, il n'y avait plus que les mâles de 40 ans citoyens qui avaient c'était sujet de droit. Pas les femmes, pas les esclaves, pas les vieillards, pas les étrangers, etc. Et que peu à peu, à mesure que l'histoire avançait, la plupart des gens ont acquis, vous savez, les femmes, par exemple, ça aussi, ça fait partie de mon livre. Vous savez, quand j'étais jeune, les femmes n'étaient pas complètement des sujets de droit. Vous vous rendez compte, dans les livres d'histoire, il y a marqué que la France est au suffrage universel. Ah oui, mais masculin. Hein, et les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc. Donc là aussi, ça a été un progrès. Et la femme, elle n'avait pas le droit de signer des chèques sans l'autorisation du mari, quand je me suis marié. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça nous paraît aujourd'hui complètement archaïque. Vous voyez, et ça a été une des grandes coupures que j'examine dans mon livre, le statut des femmes. Vous voyez, bon. Et donc, à ce moment-là, beaucoup de pays ont adopté des lois concernant l'idée que la nature pouvait être un sujet de droit. Oui. D'ailleurs, il y a une loi au Brésil qui porte mon nom, même sur ce point. Bon. Je veux dire par là que dans l'écologie, l'erreur, c'est de défendre une espèce. C'est une grosse erreur. Parce que si vous voulez défendre une espèce à un certain moment, vous allez complètement déséquilibrer l'évolution globale de l'environnement. Et par conséquent, il faut défendre tout d'un coup. Tout ou rien, vous voyez. C'est très simple. La nature est un tissu avec des fils de trame et des fils de chaîne, vous voyez. Et chaque espèce est un fil. Voyez. Et si vous enlevez le fil, vous faites un trou. Et 2, 3, 4, au bout de combien d'espèces disparues, le tissu va-t-il tomber? C'est un sujet terrible. Par conséquent, l'idée du sujet de droit doit être la totalité de l'environnement. Et c'est ça qui a lieu, par exemple, dans les traités de Paris, concernant le problème du climat. Ce n'est pas un problème de l'eau, non, c'est le climat. C'est-à-dire que le climat devient un sujet de droit. Oui. Et donc, pourtant, il y a un papy Ronchon qui risque de remettre un peu tout ça en cause. Oui, un papy Ronchon qui est à Washington, je crois. Oui. C'est ça, oui. Oui. Et en plus, c'est un imbécile, non, je crois. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas le droit de dire ça sur scène, mais vous, c'est un de vos privilèges. Est-ce qu'il y a un autre bras qui se lève ou est-ce que je continue Oui, là-bas. Alors. Oui.
Je n'entends Vous pas. avez, micro, oui. vous avez l'intelligence, vous avez le recul, vous avez, en un mot, la sagesse. Donc, peut-être en guise de conclusion, j'aimerais avoir votre opinion sur, entre Trump et Kim, lequel est le plus fou et lequel est le plus dangereux. Personnellement, je pense que Trump, c'est Caligula en pire. Comment vous dire? Je ne suis pas complètement sûr de pouvoir répondre à cette question. Oui, ben, si vous voulez, oui. Mais nous ne sommes pas en période où nous risquons la guerre froide, ce n'est pas vrai. C'est des rodomontades de chaque côté. C'est pas possible. Non, je préfère ne pas répondre à une question pareille, d'abord parce qu'il s'agit de politique et ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas tout à fait le sujet de mon intervention aujourd'hui. Et puis oui, ben, c'est deux imbéciles, et puis voilà. Quoi. Bon, Chacun est servi. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, je vois. c'est-à-dire, ce qui est le plus extraordinaire, si vous voulez, c'est que ça soit la première puissance du monde qui ait à sa tête ce genre d'homme. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Oui, Caligula. Ouais. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le nombre de morts dus au terrorisme était sans commune mesure au nombre de morts dus au tabac. Oui. Est-ce que dans ce domaine, on peut faire du quantitatif? Non. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est plutôt une remarque, c'est que le tabac n'a pas l'intention d'agresser notre culture et notre civilisation, et le terrorisme, si. Oui. Alors, c'est intéressant. Il y a deux questions. La question sur la quantité et la question sur l'intention. Très bien. Alors, sur la quantité, c'est très simple. J'ai une double réponse. C'est qu'en théorie, et philosophiquement parlant, si on est vraiment sage, on ne fait pas la différence. C'est-à-dire, rien qu'un mort à un endroit donné me suscite autant ma pitié et mon désespoir que beaucoup. Bon. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Vous savez, je suis de l'époque du bombardement de Dresde. Winston Churchill a décidé de bombarder Dresde. Et dans la nuit, il y a eu 120 000 morts. Et la journée d'après, il y a eu 60 000 morts. 200 000 morts, ce n'est pas tout à fait 15 morts. Pardonnez-moi. Parce que là, quand même, c'est des moments d'une intensité de barbarie dont on n'a aucune idée. Voyez. Et donc, c'est vrai que le quantitatif n'est pas d'essence, mais là, pardonnez-moi, vraiment, il l'est. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a fait 45 millions de morts, il faut quand même penser que le monde entier était dans un état de folie barbare. Oui. Lorsque les États-Unis ont lancé Hiroshima et Nagasaki alors que le Japon était déjà à genoux, c'est aussi une barbarie aussi forte, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça c'est la quantité. D'accord, je m'incline devant le mort unique, mais vraiment, 45 millions de morts, ça me déborde de part en part. C'est pas possible. Donc il y a vraiment une différence. Alors sur l'intention, je suis bien d'accord que les belligérants pendant la guerre avaient l'intention de tuer l'adversaire. D'ailleurs, je ne sais pas qui avait l'intention de tuer l'adversaire, parce qu'on me raconte souvent que le jour de Noël, les gens qui étaient dans les tranchées en 1914-18, les Français et les Allemands, ils s'envoyaient des bouquets pour chanter Noël ensemble. Vous voyez, ils n'avaient pas tellement l'intention de se tuer. On a des statistiques là-dessus, vous vous souvenez? C'est-à-dire, on sait maintenant qu'un jour, pendant la guerre de 14, on avait distribué 30 000 balles aux gens qui étaient en première ligne, et en face, il y a eu 14 morts. Les Français tiraient en l'air. Ils ne pouvaient pas tuer le voisin comme ça immédiatement. Et les Allemands aussi. Par conséquent, l'intention... bon, je ne sais pas qui a l'intention, mais il y a là un phénomène de société qui n'est pas du tout un phénomène individuel d'intention. Vous voyez ? Bon, premièrement. Deuxièmement, si on me proposait à moi 1 million d'euros pour rentrer dans une usine de tabac, je refuserais. Parce que réellement, fumer tue. Je n'ai aucun ami qui a réellement fumé toute sa vie qui ne soit pas mort. Ils sont tous morts.
Et par conséquent, il est vrai que fumer tue. Et par conséquent, si vous, monsieur, on vous proposait aussi 100 000 $ ou 1 million d'euros pour rentrer dans une fabrique comme ça, je ne pense pas que vous accepteriez. Je ne pense pas. Parce que je vous estime, monsieur. Je ne pense pas que vous le feriez. Une dernière question, peut-être. Sur le tabac, j'ai quelque chose à dire. Allez-y. Sur le tabac, tout le monde veut se battre contre le tabac avec des arguments négatifs. Vous savez à quel point je déteste les arguments négatifs. Oui. Moi, je vais vous donner des arguments positifs, parce que je vais vous l'avouer. J'ai été un fumeur. Oui, j'ai fumé longtemps. Et j'ai arrêté de fumer à un moment. Et en m'arrêtant de fumer, vous savez ce que j'ai découvert? Que je respirais mieux, que je sentais mieux, que j'entendais mieux, que je voyais mieux. Je me suis aperçu que j'avais une cuirasse autour de moi qui était en train de se défaire. Vous voyez? Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai écrit un gros bouquin de presque 400 pages qui s'appelait Les 500. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que je m'étais arrêté de fumer. J'ai découvert les 500 à ce moment-là. Je ne savais pas ce que c'était. Et par conséquent, si vous arrêtez de fumer, vous verrez mieux, vous sentirez mieux, vous caresserez mieux votre petit ami. J'ose pas le dire, vous baisserez mieux. C'est 93, ça, hein? C'est en 93, je crois, les 500. Enfin bon, peu importe. Mais voilà, c'est des arguments positifs, vous voyez, voilà. On va prendre une toute dernière question. Une jeune femme qui a levé le bras, là. Levez-vous peut-être pour que le micro vous trouve. Allez-y. Bon. Déjà, je passe une heure heureuse à vous écouter, Monsieur Serre, donc c'est très agréable, merci. Happy hour. Happy hour. Heures heureuses. Je voulais savoir, vous en avez parlé déjà un petit peu, vous l'avez évoqué en tout cas, mais j'aurais aimé connaître votre regard sur l'évolution des métiers. Évolution de Des métiers. Ah, lequel? Oui, ça c'est très intéressant comme question. En général. Oui, en général. Très intéressant. Ça c'est une question philosophique pratique, de pragmatisme si vous voulez. Alors je reprends encore un peu de la même source. Nous faisons le dictionnaire donc, à l'académie en question. Bon. Nous faisons le dictionnaire et nous mettons à peu près 15 ans, oui à peu près, le temps que la langue se repose. Si vous faites un dictionnaire tous les ans, vous faites rentrer des mots qui deviennent désuets tout de suite. Bon. Donc on met un certain temps. Mais nous avons à notre disposition tous les dictionnaires qui ont été publiés par nos confrères depuis Richelieu. Il y en a donc un certain nombre. Et avec les ordinateurs, on a fait un gros calcul et on a calculé la différence linguistique entre deux dictionnaires successifs. Et ça donne une bonne idée de l'évolution de la langue, forcément. Eh bien, il se trouve qu'il y a une loi stable, qui est toujours la même, entre un dictionnaire et le suivant, entre ce suivant et le suivant, etc. Il y a en gros une différence de 3 à 5 000 mots. Hein? Dans une fenêtre, 3 et 5 000, 4005, 2002, vous voyez, ça tourne autour de cette fenêtre. Et entre le dernier et celui que nous préparons, la différence est de 37 000 mots. Voilà une photo, une photo instantanée du moment que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, la langue a changé à un point qui n'a aucun rapport avec les changements précédents. C'était entre, je le répète, entre 3 et 5 000 mots, et maintenant c'est 37. C'est-à-dire vraiment une part très importante de la langue. Alors, bien entendu, deux questions se sont posées. La première, est-ce que c'est vrai seulement du français? Et la réponse est non. En portugais, en espagnol, en anglais même, etc. C'est à peu près la même évolution, d'une part. Et puis ensuite, lesquels mots? Eh bien, madame, vous tombez dans le mille. C'est les métiers. C'est le changement des métiers. Et le changement des métiers fait partie, si vous voulez, de mon livre. Je ne sais pas, je peux raconter aussi ma vie. Mon père cassait des cailloux et quand j'étais jeune, on travaillait à la pelle pour charger les camions. Vous voyez le geste? Oui. Puis tout d'un coup, on a inventé la bande transporteuse. Alors le geste était comme ça. C'est moins d'effort. Puis tout d'un coup, il a fallu mettre les pelles au garage parce qu'il y avait une pelleteuse. Oui, bon. Donc le changement technique, le changement des métiers, par exemple l'agriculture.
Nous étions à cette époque-là entre 50 et 55% d'agriculteurs, en Alsace comme en Gascogne, c'est le chiffre global. Bon, aujourd'hui, il y en a 3,6 pourtant, et ils ne travaillent plus du tout comme même mon père, vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, combien de mots d'agriculture ont-ils disparu? Qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un attelage de bœufs et la technique que ça demandait, le joug, les courroies, etc., les émouchettes? Plus personne. Qui sait ce que c'est qu'un timon de charrue? Plus personne, etc. Par conséquent, rien que l'agriculture perd peut-être 12 000 mots, 1200 mots ou 1500, vous voyez. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un cellier autour de chez vous? Il n'y a plus de cellier. Est-ce qu'il y a un forgeron, etc. Est-ce qu'il y a un maréchal ferrant, vous vous rappelez? Bon. Et donc, les métiers écoutez, je vous conseille, pour savoir ça, vous regardez sur l'encyclopédie Larousse, qui est apparu dans les années 50-52, les planches. Il y a des planches de métier. Tous ont disparu. Et là, il y a une sorte de bascule qui est presque, puisque ça se reproduit sur la langue, vous voyez, qui est presque une photographie admirable de la thèse que je défends dans C'était mieux avant. C'est-à-dire, les métiers ont été tels qu'ils ont un profil différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous le savez, les cols bleus ont disparu, ou presque, par rapport au col blanc, n'est-ce pas? Le travail a changé de force, vous voyez. C'était un travail de force, c'est devenu un travail de signe, vous voyez, et ainsi de suite. Par conséquent, c'est une très très bonne question, et nous avons en effet une bonne réponse à cette question. Voilà, alors on arrive au bout de cette conversation.